Donc bonsoir à tous. Donc dans le cadre de l'excellente exposition Ces animaux qu'on mange organisée par le MAN, en fait le MAN a pris contact avec l'ENSAIA, donc l'école d'agronomie de Nancy, pour contribuer un peu à la construction de l'exposition. Et dans ce cadre, en fait, il y a un exercice pédagogique qui a été mis en place. Donc l'objectif c'était d'amener les élèves justement à se poser la question et peut-être d'interroger la consommation de viande et donc la production de viande, sachant qu'ils sont amenés à intervenir dans les différentes filières on va dire agricoles. Et donc aujourd'hui, c'est l'aboutissement en fait, du travail pédagogique. Donc les élèves ont travaillé par groupe et ont travaillé chacun sur un sujet qui va vous être présenté. Et l'idée en fait, c'est de nourrir le débat. Donc parfois, on amorce les débats par des projections de films. Donc là, on amorce le débat en fait par la présentation par les étudiants d'un certain nombre de thèmes sur lesquels ils ont réfléchi par rapport à la consommation de viande. Et donc le premier thème, vous allez voir qu'il aborde des sujets polémiques. En fait, il a été travaillé en commun avec le centre de documentation de Brabois. Donc les gens sont présents ici et donc je les en remercie. Puis du coup, je laisse la place aux étudiants. Et donc, suite à leur présentation, il y aura, on va dire, je sais pas, 40 ou 45 minutes d'échange sur cette problématique consommation de viande actuelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue donc dans cette conférence débat sur le thème doit-on, peut-on continuer à consommer de la viande aujourd'hui ? Donc on l'a vu, c'est un sujet qui fait polémique et donc dans un premier temps, en guise d'introduction, on va s'interroger sur l'origine de cette polémique. Donc le travail que nous on a fait, c'était de chercher le nombre de fois qu'apparaissaient certains mots en relation avec cette polémique dans des articles de presse, en s'appuyant sur une base de données qui commence dans les années 2000. Donc les questions sur lesquelles on s'est basé, c'était donc les suivantes. Les crises sanitaires, le bien-être animal, l'impact environnemental de l'élevage, les techniques d'élevage, l'élevage et les nouvelles technologies, et enfin les externalités positives de l'élevage. Donc, dans un premier temps, on s'est intéressé aux crises sanitaires, puisque effectivement, elles ont contribué à faire que le consommateur se pose des questions. Donc on a trois types de crises sanitaires. Donc les crises vraiment sanitaires qui sont en relation avec des maladies dans les élevages. Ensuite on a les crises agroalimentaires avec par exemple les contaminations de steak haché à l'Escherichia coli. Et enfin on a les questions de traçabilité avec la polémique de la viande de cheval. On voit que ces termes sont les plus présents dans la presse au moment de ces crises, ce qui est logique. Pour le bien-être animal, donc évidemment, ça c'est une des questions, c'est une des premières questions que le consommateur va se poser quant à la question, quand il se demande s'il doit continuer à consommer de la viande ou pas. Sur le graphique, on voit que c'est un terme une question qui se pose de plus en plus dans notre société. Les gouvernements ont essayé d'y répondre en mettant en place les 5 libertés animales, à savoir ne pas souffrir de faim et de soif, ne pas souffrir de contraintes physiques, être indemne de douleurs, blessures et maladies, la liberté d'exprimer des comportements normaux et enfin être protégé de la peur et de la détresse. Ensuite, un des autres problèmes de la consommation de viande, c'est l'impact environnemental de l'élevage. Donc déjà, on peut remarquer que les termes pollution et environnement apparaissent de manière simultanée dans la presse, ce qui montre que l'élevage a mauvaise presse. Dès qu'on parle d'environnement, on parle tout de suite de pollution et d'impact négatif. Pour la nature de la pollution, donc on a remarqué plusieurs crises qui ont activé le débat, notamment les invasions d'algues vertes et les émissions de plus en plus importantes de CO2. Ensuite, les techniques d'élevage, ça aussi, ça fait partie vraiment de la polémique. Cependant, on remarque que là, le nombre d'apparitions des mots dans la presse est quand même moins important, puisqu'on est autour de 80-90 pour le maximum, alors que pour la pollution, c'était plutôt dans les 10 000. Donc là aussi, on voit que c'est un sujet qui de plus en plus, que le nombre d'occurrences dans la presse augmente au fur et à mesure que les années passent. Et là encore, donc les techniques d'élevage sont remises en cause.
Et enfin, les conséquences de l'élevage qui pourraient être positives. Donc, la concurrence pour l'utilisation des terres, donc ça, on n'a pas mis de graphique parce qu'on a remarqué que c'était à peu près constant. Il n'y avait pas vraiment de polémique qui se créait autour de ce sujet. Et pour les externalités positives, c'est-à-dire tout ce qui concerne la mise en valeur des paysages et également l'utilisation de terres qui ne sont pas utilisables pour l'agriculture, des terres non labourables, là pareil, on voit que le nombre d'apparitions est assez fluctuant et que surtout il est très faible, donc c'est pas un sujet qui fait vraiment polémique. En fait, on se demande si le consommateur est vraiment au courant du fait qu'il peut y avoir des choses positives de l'élevage. Donc, en conclusion, est-ce que être végétarien, ce serait une solution ou pas? En tout cas, certaines personnes ont changé leur mode de consommation pour ces raisons, entre autres. Donc, on va essayer de voir si c'est vraiment pertinent ou pas. Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous présenter la consommation de viande en France et dans le monde, ainsi que son évolution. Donc, tout d'abord, un petit arrêt sur image sur la consommation mondiale de viande. Le graphique qui est affiché ici vous présente la consommation mondiale de viande en kilos par personne et par an. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? Déjà qu'il y a beaucoup de disparités sur cette consommation de viande. Il y a certains pays comme les États-Unis ou l'Australie qui sont à une consommation moyenne de 110 kg de viande par personne et par an. En Europe, pour vous donner une idée, on est autour de 80 kg par personne et par an. Il y a certains autres pays, comme l'Afrique, où il y a une consommation très faible, et d'autres, comme par exemple l'Asie du Sud-Est, où la consommation est assez moyenne. Mais il faut faire attention aux chiffres, c'est-à-dire que les chiffres que je vous ai présentés ici, ce sont des kilos équivalents carcasse, c'est-à-dire que c'est le poids de viande qui est pesé à l'abattoir, une fois qu'on a abattu les animaux. Et en fait, ces chiffres ne représentent pas vraiment ce que les gens consomment. Pour cela, on peut utiliser des chiffres des enquêtes alimentaires, comme je vais vous présenter ici. Donc ici, je vous présente la consommation en France. En France, il y a eu une diminution de la consommation. Entre 1999 et 2003, on a observé une diminution de moins 17%. Et en 2003, on arrivait à 122 grammes par personne par jour, ce qui fait 44,6 kg de viande par personne et par an. Par rapport aux chiffres que je vous ai donnés sur l'Union européenne précédemment, on est moitié moins. Donc en fait, il y a vraiment une différence entre les kilos équivalents carcasse et les enquêtes alimentaires. De plus, il y a eu une diminution de moins 15% entre 2003 et 2010 au niveau des viandes de boucherie. Pourquoi il y a vraiment une évolution de la consommation, mais en fait, ça dépend de la période de temps sur laquelle on va observer la consommation. Donc, sur une période de temps court, la consommation est variable en fonction des crises sanitaires, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la consommation des viandes qui sont concernées par les crises. Ici, on vous présente la consommation de viande sur 10 ans en France. Et on s'est concentré sur les années 2000-2003 qui correspondent à la crise de la fièvre afteuse et la deuxième crise de la vache folle. Ce qu'on peut voir, c'est que les viandes bovines et ovines, lors de ces crises, diminuent fortement, au contraire de la volaille qui, elle, augmente pour compenser en fait. On peut aussi remarquer que la viande de bœuf se remet très vite de cette crise et revient à la même, voire plus haut, une consommation encore plus haute qu'avant. Au contraire, la viande ovine et la viande de veau ne font que diminuer. Ça peut être aussi expliqué parce qu'en fait, ce sont les deux viandes les plus chères sur le marché. Enfin, sur ce graphique, vous pouvez voir en noir la consommation globale de viande en France. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur un temps long, sur 10 ans, la consommation est assez stable. Il y a une substitution entre les viandes. Je vous ai présenté une diminution de la consommation de viande précédemment en France. En fait, il faut faire attention en fait, parce qu'il y a une substitution des produits bruts, donc de la viande brute, par des produits transformés. C'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à manger plus de charcuterie, de nuggets, de cordon bleu, donc plus de produits transformés. En plus, il y a une augmentation de la consommation de poissons pour des raisons de bien-être, de santé. Donc il y a vraiment une substitution des viandes par autre chose.
Mais ces nouveaux modes de consommation, ils sont retrouvés aussi dans les pays en voie de développement. En effet, dans les pays émergents, il y a un exode rural, et cet exode rural va entraîner un changement de mode de vie. Les gens vont aller vers la ville et se sédentariser, avoir un niveau de vie qui augmente, et donc ils vont changer leur régime alimentaire parce qu'ils vont avoir plus d'argent et ils vont pouvoir acheter de la viande. Par exemple, en Chine, une enquête a été faite en 1990. Les gens mangeaient à peu près 13 kilos de viande, d'œufs et de produits laitiers. Cette enquête a été refaite en 2011 et on a séparé le rural et l'urbain. En rural, les gens consomment en 2011 26 kilos de viande par personne et par an, donc ça a déjà beaucoup augmenté. Mais alors en ville, on est à presque 50 kilos par personne et par an, donc il y a vraiment un boom de la consommation de viande dans les pays émergents. Il y a aussi des nouveaux modes de consommation au niveau des végétariens. Dans les pays développés, on est à 2 à 3% de végétariens aujourd'hui, principalement pour des raisons éthiques, à 75% pour du bien-être animal. Ce nombre de végétariens, il va changer aussi dans les pays en voie de développement, mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une diminution du nombre de végétariens pour les raisons que je vous ai présentées précédemment, mais aussi pour se mettre en opposition aux traditions et aux religions. Par exemple, en Inde, qui est un pays très végétarien, les classes moyennes qui vont vivre en zone urbaine vont avoir tendance à se revendiquer non végétariens, comme il y a un mouvement qui s'appelle le non-veg. Et donc, ils vont vraiment augmenter leur consommation de viande et le montrer. Donc enfin, pour conclure et pour résumer tout ça, je vous présente ici une carte qui représente la consommation sur les pays les plus importants en kilos par personne, en kilos par an. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est en clair les chiffres en 2011 et en foncé les prévisions pour 2020. Donc les choses qui sautent aux yeux, c'est déjà l'importance de la Chine. Comme vous pouvez le voir sur le camembert, la Chine va représenter un pourcentage très important de la consommation de viande. Et avec les pays émergents, donc ici on n'avait pris que le Brésil, ça représente plus de la moitié de la consommation mondiale. Ensuite, ce qu'on peut voir, comme je vous l'ai présenté, c'est qu'ici il y a vraiment une stagnation de la consommation de viande, notamment on peut bien le voir au niveau des États-Unis. Et l'UE, il y a une consommation qui se stabilise, rien à voir avec les pays émergents. Enfin, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a deux viandes qui vont être principalement consommées, c'est la viande de porc et la volaille. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Pauline qui va vous présenter la diversité de l'élevage. Bonjour à tous. Donc, comme vient de le dire Mina, en France, un Français mange dans l'assiette environ 45 kg de viande par an. Et donc, on a de l'élevage qui est présent sur tout le territoire français. Néanmoins, on a un élevage intensif qui est présent dans deux filières, qui est la filière avicole et la filière porcine. En effet, on a près de 600 millions de poulets de chair qui sont abattus chaque année entre 35 et 45 jours. 38 millions de poules qui sont en cage pour les poules pondeuses pendant environ un an. Et près de 22 millions de porcs qui sont élevés sur caillebotis et donc dans des bâtiments en béton chaque année. Pour comparer au niveau de la production de viande, on s'est intéressé à deux élevages aux conditions différentes. Donc un élevage bovin viande donc qui est plutôt extensif et un élevage porcin donc qui est plutôt en hors-sol. Donc on a un indice de consommation. Donc l'indice de consommation, en fait, ça va être la conversion d'aliments ingérés par l'animal en poids vif. Donc c'est-à-dire par exemple pour le bovin, on va avoir 7 kg d'aliments en poids sec qui vont être ingérés pour donner 1 kg de poids vif. Seulement 36% en fait de ce kilo de poids vif va être dans l'assiette. Donc au final, on aura 19,5 kg d'aliments qui vont permettre d'avoir 1 kg de viande dans l'assiette directement. À l'inverse, pour le bovin, on voit déjà un indice de consommation beaucoup plus faible et un rendement beaucoup plus important. Donc on a un grand avantage au niveau de l'élevage porcin. De plus, depuis la crise de la vache folle, on n'a plus de valorisation de carcasse, c'est interdit pour des raisons éthiques, donc en farine animale. Qui dit éthique dit évidemment bien-être animal.
Comme l'a dit précédemment Laurine, le bien-être animal donc, se définit en 5 points. Et aujourd'hui, les mentalités changent et les animaux ont une autre image dans les mentalités. Et donc, l'élevage intensif est sous pression depuis quelques années. Et c'est pourquoi, depuis quelques années, on a des nouvelles réglementations, notamment par exemple pour l'élevage porcin, où on a une obligation de mettre toutes les truies et les cochettes en groupe pendant leur gestation. Donc ça, c'est appliqué depuis 2013. On a aussi des améliorations sur le transport. Et pour l'élevage avicole, on a des obligations de perchoir pour les élevages au sol et des cages aménagées pour les poules pondeuses. Évidemment, ce système intensif est très critiqué aujourd'hui par les consommateurs, puisqu'on a une enquête de l'IFOP qui montre qu'aujourd'hui, les consommateurs sont plus attentifs à la qualité de la viande et au respect justement des animaux. Seulement, concrètement, on a 70% des personnes qui ne sont pas prêtes à payer plus cher, et c'est surtout la nouvelle génération qui préfère acheter moins cher leur viande. Donc par exemple, on a ici une côte de porc qui coûte environ 7,90 € dans le commerce et une côte de bœuf label rouge qui coûte 31 €. Donc aujourd'hui, la France a de nombreux projets de fermes-usines qui sont donc dans toute la France, principalement pour limiter réduire le prix donc, de la viande, et aussi pour limiter la compétition de l'espace entre les hommes et les animaux. Et c'est ce dont va vous parler Sophie. Bonjour à tous. Donc maintenant, je vais vous parler de la compétition entre l'alimentation animale et humaine. Donc, on a à peu près 70% de notre surface nationale qui est dédiée à l'alimentation animale, directement ou indirectement. Donc, la surface que je vais vous parler, c'est la SAU, la surface agricole utile, donc qui est en diminution en France depuis quelques années, ce qui a provoqué plusieurs pressions à ce niveau-là. Donc, cette SAU, elle se divise en 2 parties. Donc, la première qui est dédiée aux cultures végétales. Donc, elle est directement utilisée pour notre alimentation. Une autre partie qui est utilisée au niveau des rations animales, et donc ensuite qui revient dans notre alimentation. Donc c'est la concurrence directe, puisque ce que mangent les animaux, on pourrait directement le manger nous-mêmes. Ensuite, on a une valorisation qui est non alimentaire, donc ce qui concerne tout ce qui est fibres, dont 6% par exemple qui représente la filière des biocarburants. Donc cette filière permet de créer du carburant, mais les sous-produits vont être utilisés avec d'autres coproduits dans l'alimentation animale, et donc ça va permettre une valorisation des sous-produits. Donc les porcins, par exemple, permettent de valoriser les sous-produits de cette filière biocarburant. La deuxième sous-partie concerne les SFP, les surfaces fourragères principales, avec les cultures fourragères, tout ce qui concerne le maïs en silage, par exemple, ou la luzerne, et les prairies labourables, qui vont être consacrées à l'élevage et qui ensuite donc revient quand même pour nous. Donc c'est la concurrence indirecte, parce que ce qu'on donne aux animaux, on ne peut pas l'utiliser nous-mêmes directement dans notre alimentation. Et ensuite, on a les STH, les surfaces toujours en herbe. Donc ce sont les prairies qui sont non économiquement rentables à labourer. Et donc l'élevage va permettre de valoriser ces espaces. Donc c'est des espaces type zone de montagne ou sol trop acide pour les cultures. Donc cette répartition, en fait, elle est directement liée au type de ration des animaux. Donc il y a différents types d'élevage. Donc ici, je vais vous présenter le type monogastrique et herbivore, avec pour les monogastriques l'exemple des porcins, et pour les ruminants, les bovins. Donc dans un premier temps, pour le système porcin, qui est un modèle monogastrique, on remarque en jaune que la ration des porcins est majoritairement composée de concentrés céréales, qui sont donc en concurrence directe avec notre alimentation, parce qu'on pourrait l'utiliser, donc, comme je le disais précédemment, directement pour nous. Par contre, comme je l'ai dit aussi précédemment, ils vont permettre d'utiliser des déchets issus de certaines industries telles que biocarburants. Et donc le fait d'utiliser ces déchets vont permettre de baisser les coûts de production de ces filières et vont aussi permettre à ces filières d'exister. D'un autre côté, on a le système bovin, donc modèle ruminant herbivore, avec soit les bovins en stabulation
à gauche et les bovins à l'herbe à droite. Donc on voit que pour les bovins à stabulation, on a toujours une compétition avec les céréales, alors que pour les bovins à herbe, c'est plutôt un système type herbagé, donc avec 77% d'herbe et de foin. Donc pour les bovins à herbe, on a peu de compétition avec l'alimentation humaine. Et les ruminants sont quand même la seule espèce qui est capable de valoriser ses surfaces en herbe, donc ce qui en fait un point positif. Pour terminer, je tiens à rappeler que l'animal a une place importante dans les cycles biologiques. Donc ici, on a une chaîne alimentaire directe avec l'animal qui ne valoriserait pas la ration qu'on lui donne. Mais en fait, il faut voir ça plus globalement, puisque en fait, l'animal fait partie d'un cycle biologique. Donc il permet, en fait, grâce à ces effluents, le retour de l'azote dans le sol, donc sous forme organique au début, puis ensuite, grâce à la minéralisation, on va avoir retour de l'azote sous forme minérale qui ensuite pourrait être utilisé pour les végétaux à nouveau, pour un nouveau cycle. Malheureusement, on a beaucoup de fuites à ce niveau, aussi bien dans cette flèche-là que celle de l'animal. Ces fuites sont par exemple dues aux pollutions par des nitrates, par exemple, et tout ce qui est pollution de l'eau que maintenant Maxime va vous expliquer. Alors, on a vu que le système d'élevage était très important dans nos sociétés et on a donc besoin de le gérer de manière durable et ça va passer par une bonne gestion de l'eau dans ces systèmes d'élevage. Donc l'eau, tout d'abord, c'est une ressource qui est inégalement répartie au niveau mondial. Donc on voit qu'en Afrique, dans certaines zones, on a très peu d'eau disponible. Et de plus, dans le monde, la disponibilité en eau par personne diminue depuis plus de 50 ans. Et donc on a quelques chiffres. Donc la consommation d'eau a été estimée à une augmentation de 50% entre 1995 et 2025, notamment due à une grosse croissance démographique et à l'augmentation du niveau de vie, donc par exemple l'augmentation de produits carnés. On a également estimé que 64% de la population mondiale pourra vivre dans des zones sujettes à pénurie d'ici 2025. Et enfin, la FAO, en 2006, a montré une réelle contribution de l'élevage au prélèvement d'eau par l'activité humaine. Donc là, on peut se demander quel est l'impact réel de l'élevage sur la disponibilité en eau. Alors, il faut savoir que l'agriculture, c'est 70% des prélèvements mondiaux d'eau douce. Pour la France, on est à 16% utilisé pour l'agriculture. Et on a une part très faible, donc seulement 6% qui est utilisée pour abreuver les bêtes. Donc on a ici une consommation directe des systèmes d'élevage. Et on a plus de 90% qui va être utilisé pour l'irrigation des cultures. Et c'est ici une forme de consommation indirecte des bêtes qui vont se nourrir parfois de cultures qui vont être irriguées. Donc l'agriculture représente l'activité la plus consommatrice d'eau, mais c'est également une activité qui va amener à une certaine pollution de l'eau avec l'hypereutrophisation des eaux ou la contamination des nappes. Pour évaluer la consommation d'eau mondiale, on définit différentes eaux. On a l'eau bleue, qui est finalement l'eau prélevée dans les eaux dormantes et les nappes phréatiques, qui va servir à abreuver les bêtes et à nettoyer les locaux. C'est également l'eau dont on va se servir pour irriguer les cultures. L'eau verte, c'est l'eau contenue dans le sol et qui est disponible pour la croissance des plantes. Et enfin, on a l'eau grise, qui est l'eau qu'il faut rajouter à l'eau polluée pour la rendre conforme aux eaux environnementales. À partir de ces trois différentes eaux, on définit l'eau virtuelle, donc qui est la somme des trois. Et l'eau virtuelle va nous permettre de déterminer les quantités d'eau nécessaires pour obtenir 1 kg de produit. Donc, par exemple, on voit que pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faudrait 15 500 litres d'eau. Et on voit que la production de produits d'origine animale va être plus consommatrice d'eau que la production de produits végétaux. Donc on peut se demander s'il faudrait privilégier une alimentation à base d'aliments végétaux pour préserver l'eau. Mais en fait, pas forcément, parce qu'on a aussi vu que la production d'1 kg de café va consommer 21 000 litres d'eau selon cette méthode. Donc pour mieux comprendre les méthodes d'estimation de consommation de l'eau, on a vu que c'était une tâche difficile, mais que l'IWMI, donc l'International Water Management Institute, donc qui a estimé à 15 000 litres d'eau la production d'1 kg de viande de bœuf et à 1000 litres d'eau la production d'1 litre de lait, voit en face d'elle l'Institut de l'élevage qui réagit et qui dit qu'il faudrait seulement 300 litres d'eau
pour amener à cette production. Donc on a une réelle disparité des estimations, et cela vient du fait des différentes méthodes utilisées. Donc on part de l'empreinte eau, qui est donc en fait l'indicateur qui permet de quantifier l'impact d'une production sur la ressource en eau douce, donc qui est l'eau virtuelle, l'eau verte plus l'eau bleue plus l'eau grise. Et donc c'est une méthode qui a été utilisée par IWMI sur les produits de l'élevage, mais également sur d'autres produits. Et donc on voit en fait que sur cette équation, 90% du résultat est obtenu grâce à l'eau verte. Et de là, l'Institut de l'élevage réagit, encore une fois, en disant que l'eau verte ne devrait pas être prise en compte dans ce calcul, car l'eau verte fait en fait partie du cycle, notamment de la pluie, et qui repasse par les plantes qui va être majoritairement évapotranspirée. Donc c'est une eau qui ne doit pas être prise en compte, car elle n'est pas réellement consommée par les systèmes d'élevage. Et en exemple, l'Institut de l'élevage prend les systèmes d'élevage extensif, donc qui ont une consommation importante d'eau, vu qu'il y a beaucoup de prairies, si on prenait en compte l'eau verte, et donc ce serait aberrant au vu de la réputation des systèmes d'élevage extensif. Alors l'Institut de l'élevage met alors une autre méthode en œuvre, qui est l'empreinte eau consommative, et qui prend en compte l'utilisation de la ressource en eau et la pollution potentielle que l'activité va avoir sur cette eau, mais va également attribuer un coefficient qui est le Water Stress Index, qui est compris entre 0,1 et 1 à chaque zone de prélèvement, en fonction de la période de prélèvement, de la capacité de stockage et de l'usage de l'eau que va avoir cette activité. On a donc le résultat qu'ils avaient présenté avant, donc à savoir 335 litres d'eau par kilo de pois vifs pour les bovins allaitants, qui sont alors répartis entre l'abreuvement, les fertilisants et quand même une grande partie pour l'alimentation. Donc en conclusion, on voit que l'eau est une ressource à gérer et qu'on a une grosse problématique à l'heure actuelle et qu'on utilise différentes méthodes qui sont plus ou moins fiables et qu'il faut plus ou moins critiquer. Et donc on aurait une nécessité alors d'homogénéiser les méthodes au niveau international pour avoir une bonne référence. Et d'autres problématiques à l'heure actuelle sont l'émission de gaz à effet de serre, et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Alors, donc, on va maintenant s'intéresser à la problématique qui lie les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et l'élevage. Donc, un premier état des lieux en France de la consommation d'énergie par l'agriculture nous indique que celle-ci est consommatrice de seulement 2% de l'énergie totale consommée en France, ce qui est un chiffre plutôt faible. En revanche, les émissions de gaz à effet de serre représentent 20% des émissions totales en France, donc pour l'agriculture. Ce qui représente 108 millions de tonnes équivalent CO2 qui se répartissent entre les cultures, l'élevage et la consommation d'énergie agricole. Donc les émissions de gaz à effet de serre sont un réel problème sur lequel on peut réfléchir en agriculture et qu'on peut chercher à diminuer. Donc quand on parle de gaz à effet de serre d'origine agricole, il y a 3 types de gaz. Le premier, le plus connu, c'est le dioxyde de carbone, le CO2. Ensuite, on a le méthane CH4 et enfin le protoxyde d'azote N2O. Le CO2 est émis majoritairement lors des travaux agricoles dus à la mécanisation et aussi à la fabrication des engrais et des fertilisants. On a également, donc pour le deuxième gaz à effet de serre, le méthane, l'essentiel du méthane est émis par la fermentation entérique des ruminants. Donc lorsque ceux-ci réalisent la digestion, dans leur rumen, il se produit des réactions qui vont libérer du méthane dans l'atmosphère. Et enfin, le dernier gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote, est majoritairement émis lors de l'épandage de fertilisants sur les terres agricoles, donc pour les cultures. Ces 3 gaz à effet de serre ont un potentiel réchauffant global différent. On prend pour base le CO2 et le méthane va avoir un potentiel réchauffant 25 fois plus supérieur, tandis que le protoxyde d'azote est 300 fois plus réchauffant que le CO2. Donc la FAO a réalisé un bilan à l'échelle mondiale des émissions de gaz à effet de serre et les a quantifiées à 7 gigatonnes d'équivalent CO2.
Donc on constate, le premier constat, c'est que ces émissions se répartissent de manière à peu près égale entre la production de l'aliment et la production du bétail en lui-même. Un deuxième chiffre assez frappant, c'est 5,7 gigatonnes d'équivalent CO2 qui sont produits par les ruminants, donc qui vont être les plus grands consommateurs, les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, et en particulier les bovins avec 60% du total émis. Donc les systèmes qui sont basés sur les monogastriques vont être beaucoup moins émetteurs. En revanche, un constat qu'on peut faire, c'est que ces émissions vont être majoritairement situées en amont de la production de la viande ou des œufs, avec la production de l'aliment qui va nécessiter beaucoup de fertilisants, etc. Et si on s'intéresse maintenant à la quantité émise par protéine produite, on reste sur ce même constat, comme quoi les systèmes de ruminants et en particulier de bovins sont plus émetteurs de gaz à effet de serre par rapport à un système monogastrique. Mais ce qui est le plus frappant dans ce graphique, ça va être l'hétérogénéité des émissions de gaz à effet de serre en fonction des systèmes, en particulier pour la production de viande bovine. On se rend compte qu'on a un facteur 5 entre les systèmes les moins émetteurs de gaz à effet de serre et les plus émetteurs. Alors cela est dû à l'hétérogénéité des systèmes qu'on va pouvoir rencontrer dans ce type de production. Par exemple, dans un système qu'on va qualifier d'intensif, on mettra beaucoup de moyens de production pour produire de la viande, des protéines, mais on émettra moins de gaz à effet de serre. Toutefois, tous ces résultats qu'on a vus juste avant peuvent être nuancés. Tout d'abord, on a vu avec l'hétérogénéité des résultats pour une même production qu'on peut se poser des questions sur la pertinence de l'indicateur. Est-ce qu'on va parler en termes de gaz à effet de serre par protéine produite, par animal, de manière globale? Ensuite, un aspect qu'on oublie souvent, ça va être le rôle de la prairie dans le stockage de carbone. Donc on a vu avant que les systèmes extensifs allaient émettre plus de gaz à effet de serre. En revanche, ce qu'on oublie, c'est que dans la biomasse qu'on va retrouver dans les prairies ou dans les haies des prairies, on va avoir du carbone qui va être stocké, et les chiffres ne sont pas ridicules puisque 570 kg de carbone peuvent être stockés par hectare et par an dans une prairie permanente. On a des chiffres aussi intéressants pour le stockage dans les haies. Et le graphique suivant montre que pour un système naisseur-engraisseur de bœuf, on a une compensation des émissions dues au méthane entérique grâce au stockage dans la biomasse des prairies. Une dernière chose à prendre en compte dans nos calculs, peut-être les émissions cachées. Quand on a parlé de toute notre production, on n'a pas pensé par exemple à la déforestation nécessaire pour produire le soja dont nos systèmes sont dépendants en France. Et cette déforestation induit un déstockage massif de carbone dans l'atmosphère. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas à oublier. Donc il existe plusieurs leviers de diminution des gaz à effet de serre. On s'est concentré sur celui qui semble le plus évident, à savoir la réduction du cheptel français en l'occurrence. La France s'est engagée en 2003 dans le cadre du facteur 4 à diviser ses émissions nationales de gaz à effet de serre par 4 entre 1990 et 2050. Donc cet engagement implique de nombreux dispositifs qu'on va retrouver dans l'agriculture et en particulier dans l'élevage. Mais si on confronte cette volonté à un scénario qui a été publié assez récemment, qui s'appelle After 2050, on se rend compte qu'une réduction drastique du cheptel bovin, en passant de 8 millions de vaches, tout compris, vaches laitières et allaitantes, à 2,6 millions en 2050, on arrive à diminuer les émissions de méthane entérique, à les diviser par 2,5. Donc on est encore très loin du facteur 4 qu'on souhaiterait atteindre d'ici à 2050. Et en plus de ça, avec cette réduction, on a une consommation d'herbes pâturées qui est logiquement en diminution. Et cette
ce pâturage est l'une des seules valorisations possibles de ces territoires qui ne pourraient pas être valorisés autrement, valorisés économiquement d'une autre manière. C'est pourquoi on peut s'interroger sur les externalités positives et ce que va apporter l'élevage dans notre société. Et c'est le point suivant qui va vous être expliqué. Donc bonjour, moi je vais vous parler en fait des aspects positifs de l'élevage et plus particulièrement en fait des externalités positives. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une externalité positive? En fait, c'est une action qui a un effet bénéfique sur un système sans pour autant avoir une contrepartie financière. Donc en fait, on va avoir certains systèmes d'élevage qui vont avoir des effets bénéfiques non rémunérés, comme par exemple un entretien du paysage, préservation de la biodiversité ou le développement du tourisme. Donc tout d'abord, le paysage. En fait, l'élevage va pouvoir permettre de valoriser des terres qui autrement n'auraient pas pu l'être. Et on va surtout penser aux zones de montagne ou aux zones humides, parce qu'en raison de la topographie ou de la qualité du sol, ou encore de l'accessibilité pour des enchamps agricoles, on n'aurait pas pu mettre en place des cultures. Ensuite, l'élevage va permettre de conserver une beauté du paysage, puisque l'élevage va pouvoir permettre de garder en fait des espaces ouverts, alors que sinon, ce ne serait pas accessible pour l'homme. Ensuite, l'élevage va faire partie intégrante du paysage, puisque on a en tête par exemple le bocage normand, et en fait, sans cet élevage, le paysage serait complètement transformé. Avoir un élevage, ça permet de maintenir des prairies, et comme on l'a vu juste avant, ça va permettre de piéger le carbone, mais aussi de réduire l'érosion, puisque toute l'année, on va avoir un couvert végétal sur ces terrains, et donc pas de perte de sol. Et ça va aussi avoir un rôle sur la qualité de l'eau. On a aussi d'autres aspects auxquels on ne pense pas forcément, c'est que le maintien des prairies, ça permet en fait de diminuer les avalanches et aussi les incendies. Et en fait, c'est pour ça que les parcs nationaux et régionaux veulent valoriser ces prairies via en fait leurs actions. Ensuite, l'élevage, il va permettre de garder une certaine biodiversité, puisqu'on ne sait pas sans savoir que actuellement on est en période de crise biologique et qu'un grand nombre d'espèces sont menacées, notamment à cause de l'urbanisation, mais aussi à cause de l'intensification de l'agriculture. Pourtant, l'élevage, il peut très bien permettre de garder une certaine biodiversité, puisque l'élevage va permettre en fait de faire un stress bénéfique sur les prairies en étant pâturées, mais aussi tout ce qui est déjection va permettre de fertiliser ces prairies. Ensuite, les prairies vont être des vrais refuges pour tout un tas de biodiversité, que ce soit faune ou flore. Et cette flore va permettre de donner des qualités nutritives à l'élevage, mais aussi va permettre de donner un certain goût, par exemple à tout ce qui va être les fromages en fait. Et c'est pour ça que le ministère a mis en place ce concours des prairies fleuries pour valoriser l'entretien des prairies. Et afin de valoriser en fait ces effets sur la biodiversité, plusieurs labels sont mis en place, que ce soit Mr Good Fish, Slow Food ou bien le Grenelle de l'environnement. Ensuite, je vais vous parler des effets sur l'économie et sur tout ce qui est social. Il faut savoir que quand on pense à une région, en fait, on va penser à tout un panel de produits. Et par exemple, si on pense au Jura, en fait, on va tout de suite penser au comté. Et c'est le cas pour beaucoup de produits et beaucoup de régions. Et si ces produits ils suivent le cahier des charges, on va pouvoir leur attribuer des labels AOC ou AOP, et ce qui va leur donner un plus, une vraie valeur ajoutée. Et en contrepartie, vu que ces élevages vont prendre de la place sur le territoire, on va dire aussi qu'ils vont modeler en quelque sorte le territoire. Donc en fait, le modèle, et tout ce qui est en fait, la combinaison produit et territoire va apporter une certaine beauté et typicité au paysage.
En fait, le modèle du panier de biens et services territorialisés, il est constitué de 3 axes. Donc, le premier axe, en fait, ça va être le lien entre le produit et le consommateur, qui peut très bien être un touriste. Ça va permettre de valoriser des savoir-faire et des typicités des régions. On a aussi le second point, en fait, qui va être tout ce qui est les liens sociaux, de proximité et de confiance, ce qui permet aussi d'instaurer des commerces de proximité et un contact direct entre consommateurs et producteurs. Et le troisième point, c'est la bonne image de durabilité environnementale. Donc c'est ce qui a été évoqué juste avant. Et en fait, toutes ces composantes, elles permettent de valoriser un territoire. Donc, et l'élevage va donc valoriser ce territoire et aussi en fait amener du tourisme et aussi de garder le dynamisme rural. Donc pour conclure, ici on a voulu vous parler, répondre à la question doit-on encore consommer de la viande aujourd'hui? On a vu que c'était un sujet polémique, tant sur le plan environnemental que sanitaire. Et ici on peut donc se demander quelle serait en fait la solution. Est-ce que ça serait arrêter de consommer de la viande? Est-ce que ça serait privilégier un mode d'élevage ou bien de changer nos habitudes de consommation? Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Alors je pense que c'est quelque chose de très complet. Alors peut-être des questions sur un point ou un autre. On va voir en fonction des questions, ça va être un de ces intervenants qui va vous répondre. Alors le problème c'est que je n'ai que 2 micros. Ah bah, dans un amphi plein, je préfère quand même, tout le monde n'a pas une capacité auditive. Alors, c'est surtout par rapport au dernier sujet concernant le système d'élevage, enfin l'externalité positive de l'élevage. En fait, la question est simple, c'est quel type d'élevage? Parce que ça, c'est pas du tout, c'est assez généraliste. J'ai bien compris les différents points et je suis assez d'accord. Cependant, il y a quand même une différence entre l'élevage intensif où, au niveau de la beauté du paysage, j'ai quand même des doutes. Et puis, à peu près pareil sur tout ce qui est contact direct producteur-consommateur, ou alors tout ce qui est système de production, on va dire, de prairies, d'énormes prairies, surtout sur un système intensif où, du coup, il va y avoir énormément de céréales en monoculture. Donc sur quel type d'élevage vous avez fait ce En fait, ça va être surtout sur des élevages de type extensif, parce que tout ce qui va être intensif, forcément, ça va avoir tendance à générer plus d'externalités négatives au final. Et ici, on a voulu voir quelles externalités positives étaient possibles et dans quelle mesure, mais au final, c'est surtout dans les élevages extensifs qu'on aura ce genre d'externalité au final. Tout dépend, parce que on a aussi ce qui intervient dedans, ça va être tout ce qui est les labels, donc ce qui est AOC, AOP, et donc ça ne concerne pas forcément tout ce qui est ruminant, mais on a aussi dans tout ce qui est avicole aussi, on a des labels, donc c'est aussi possible dans ce cas-là. Est-ce que vous connaissez le ratio en France d'élevage intensif et d'élevage extensif? Enfin, combien il y a de pourcentage de viande élevée hors sol qui est consommée en France? En fait, c'est plutôt ça ma question. Et juste pour compléter, peut-être expliquer ce que c'est que vraiment, alors peut-être que tout le monde sait, mais ce que c'est que la viande hors sol, hein, ça n'a pas été expliqué. Donc la viande hors sol, c'est des animaux qui ne sortent pas de l'année en fait, principalement. Donc j'avais
le schéma avant qui montrait. Ouais, en fait, l'élevage hors sol, c'est juste un élevage, donc comme il y a en France, en Bretagne par exemple, chez les porcins, où c'est confiné dans des bâtiments. Donc voilà. Après, l'élevage porcin, donc on a 90% en France. Le reste, c'est du plein air, ça correspond à moins de 5%. Et sinon, les ruminants, on ne peut pas appeler ça de l'élevage intensif. En France, on n'en a pas. Il y a le souffleur derrière. Non, mais comme ça a été expliqué, il y a plus de 80 ou 90% des élevages de poules ou de porcs qui sont effectivement en élevage intensif. Donc hors sol, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de lien sur l'exploitation avec les cultures. Donc les aliments sont achetés à l'extérieur. Et effectivement, ça correspond à des animaux qui sont très souvent en bâtiment. Et après, pour les filières ruminants, on peut considérer globalement, en termes de production de viande, qu'il y en a à peu près la moitié qui vient 40% qui viennent des systèmes plutôt herbagés, et il y en aurait 60% qui viendraient de systèmes plus intensifs, à base de maïs, de céréales, et puis de tourteaux, etc. Donc la dominante majeure en France, en termes de volume, ça reste quand même des systèmes intensifs, basés, comme on l'a vu, sur des cultures et de l'importation éventuellement de tourteaux. Avec ce que consomme un Français moyen de viande par an, est-ce que ça serait possible de nourrir, par exemple, la France entière avec des élevages extensifs ? Monsieur Feit vient de le dire, c'est peu probable, je pense, parce que 44 kilos par personne et par an, alors j'ai plus en tête le graphique final, mais ça représente quand même pas mal au niveau français, enfin en tout, ça représente beaucoup parce qu'il faut le multiplier par le nombre de personnes. En France, on n'est pas les plus nombreux, mais je pense que c'est difficile. Et c'est encore pire si on prend d'autres pays comme la Chine ou le Brésil, où enfin, plus les gens sont nombreux, pire ce sera, quoi. Mais je pense pas. Peut-être qu'on peut dire que ça dépend de combien de viande on a besoin. Pour faire le calcul, on a besoin de savoir combien on a besoin de manger. Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut donner cette précision. Bah alors là, sur les enquêtes alimentaires, c'est pas tellement le besoin, mais c'est ce que les gens mangent. Donc c'est leurs habitudes, en fait. Donc peut-être que les besoins en viande, produits carnés, il n'y aurait pas besoin d'en manger autant. Mais en tout cas, c'est ce que les gens consomment actuellement, quoi. Donc après, à voir s'il y a une surconsommation ou pas de la viande, c'est quelque chose qui est plus sociétal, à mon avis, sur le bien-être, la nutrition. Enfin, tous les gens se battent un peu là-dessus pour savoir si on peut diminuer, supprimer, etc. Donc c'est une question aussi. On peut, juste en résumant très rapidement, le chiffre qui est véhiculé, c'est 0,83 g de protéines par poids corporel par jour. Je vous laisse faire le calcul de vos besoins, sachant que les protéines, il y en a dans plein de choses. Bonjour, donc moi je ne suis pas du tout dans le domaine, hein, je travaille dans la chimie, donc c'est très très loin. Mais j'ai vraiment apprécié la qualité des présentations et je vous félicite tous parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant de vous écouter. Et par ailleurs, alors je m'interrogeais moi sur un autre aspect, c'est consommation de viande et santé. Est-ce que vous avez aussi un regard là-dessus, un avis quel type de viande, quelle quantité, quel impact positif pour la santé, mais aussi peut-être quel impact négatif en cas de surconsommation ou en cas peut-être de traitement de la viande ou de conditionnement de la viande par certains produits, etc. Donc là, pour être honnête, ça ne fait pas partie des thématiques sur lesquelles les élèves ont travaillé, donc ils ne peuvent pas vous répondre là-dessus. Après, la consommation de viande elle a été assez fortement critiquée en lien avec la dégradation de la santé sur la maladie cardiovasculaire, notamment à partir des années 80, où il y a des liens épidémiologiques qui ont été qui ont été démontrés. Puis il y a aussi des aspects sur les cancers colorectaux, par exemple. Donc ça, le problème de ces relations,
c'est en fait où est le domaine en fait c'est-à-dire qu'il y a des seuils, on va dire, quelque part. Donc on sait que quand on en consomme trop, on induit en fait des maladies, on va dire, dites métaboliques. Mais après, c'est un problème aussi d'équilibre entre la sédentarité, donc entre les besoins quelque part, et la consommation. Et donc effectivement, on sait qu'il y a des barrières à pas dépasser, et que les modèles où on est à 100 kg équivalent carcasse par an et par habitant, c'est des modèles dans lesquels on peut considérer que la consommation de viande est excessive, quoi. Alors après, il y a des discussions entre viande blanche et viande rouge. Donc il y a à la fois la teneur en matière grasse de la viande. Donc pour une portion de 100 grammes de viande, combien de lipides on va ingérer. Donc là, ça dépend en général, les viandes de ruminants ou la viande de porc, par exemple, est considérée comme étant assez riche, etc. Mais ça, c'est très hétérogène suivant les morceaux de la carcasse. Et ensuite, il y a le deuxième niveau, c'est la qualité des lipides. Donc est-ce qu'on a affaire à des acides gras polyinsaturés, qui sont considérés comme protecteurs et donc favorable à la santé, et qu'on va plutôt retrouver chez les animaux monogastriques. Et ça, la filière viande l'a compris en mettant en place une filière à base de tourteaux de lin qui enrichit en fait les lipides de la viande en acides gras polyinsaturés. Donc c'est la filière blanc-bleu-cœur qui fait de la promotion par rapport à ça. Et à l'inverse, la viande de ruminant, elle est considérée comme apportant majoritairement des acides gras saturés qui, eux, sont, on va dire, corrélés avec une dégradation de la circulation sanguine, quoi, on va dire, enfin des maladies cardiovasculaires. Donc après, c'est bien un problème d'équilibre. Hein. Déjà, quand on mange de la viande, on ne mange pas que de la viande dans un repas. Donc en fait, ça dépend aussi il faut appréhender ces aspects santé à l'échelle du repas et à l'échelle des repas et pas seulement d'un seul nutriment. Parce qu'à ce moment-là, manger un morceau de sucre en tant que tel, ça peut aussi être néfaste pour la santé. Donc il y a un problème de complémentarité à l'échelle du repas qu'il faut envisager et d'équilibre entre les besoins et les apports. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le modèle, on va dire, européen ou occidental, il est en surconsommation de viande très certainement, et c'est la raison aussi pour laquelle, comme les élèves l'ont montré, depuis la fin des années 90, on assiste à une légère érosion de cette consommation de viande à travers la prise de conscience, et qui est plus forte d'ailleurs chez les femmes que chez les hommes. Et quand ils ont présenté les baisses de consommation, la baisse de consommation de viande de boucherie, elle est beaucoup plus forte chez les femmes que chez les hommes, dans les enquêtes alimentaires qui ont été faites en France, avec une préoccupation santé, bien-être, qui est plus marquée par rapport à un rapport plus hédonique, on va dire, à la consommation chez les hommes. Bonjour, j'avais une question par rapport à la sensibilité animale. Je sais qu'il y avait eu des projets de loi pour reconnaître justement le bien-être des animaux, notamment dans leur mise à mort. Et je me demandais où ça en était, est-ce qu'il y avait eu des avancées? Donc oui, il y a eu en fait dans les réglementations, je ne les ai pas toutes mises parce que c'était assez complet, enfin, il y a vraiment eu beaucoup de réglementations. Et au niveau par exemple du stress à l'abattage, c'est vrai que maintenant il y a eu beaucoup plus de contrôles qui ont été faits à ce niveau-là, surtout pour voir s'il y avait bien un étourdissement dans l'abattage conventionnel, et donc c'était peut-être pas forcément respecté partout, et en fait on a eu surtout une augmentation de contrôle pour ces niveaux-là. Après il existe des abattages rituels qui font que voilà, c'est pas dans le cahier des charges, je sais pas si ça... ouais. Voilà. Mais par contre, voilà. Sinon, oui, il y a eu dans les réglementations là, qui sont faites depuis quelques années, au niveau de l'abattage, ça a été beaucoup plus contrôlé par les services vétérinaires. Est-ce que vous faites allusion au fait que l'animal soit considéré comme un être sensible et pas seulement comme un objet, qui a été le cas pendant longtemps. Donc effectivement, il y a des évolutions de la société en cours par rapport à ça, qui ne feront qu'en renforcer justement la considération qu'on a. En gros, l'animal, pendant très longtemps, a été considéré comme un matériel qui était utilisé par l'homme, et donc le point de vue qui était projeté en fait sur les conditions d'élevage était exclusivement des points de vue humains, et notamment dominé par la rentabilité, on va dire, économique. Donc déjà, il y a eu une mutation, comme ils l'ont montré, où les facteurs sociétaux, on va dire, sont rentrés dans ce point de vue. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une révolution un peu en cours, où finalement, on va regarder finalement ce système d'élevage au travers des yeux de l'animal en tant qu'être sensible. Et donc, logiquement, ça devrait entraîner des mutations de cette relation, on va dire, matérielle entre l'homme et l'animal. Donc pour moi, c'est en cours. Et effectivement, il y a des textes qui sont passés récemment dans ce sens. Alors après, il y a des visions un peu différentes de ce point de vue. C'est-à-dire que soit on introduit en fait l'animal en tant qu'être sensible, et donc on prend en compte sa sensibilité, mais on continue à l'exploiter.
Donc on continue à travailler avec l'animal et donc à l'élever. Et il y a aussi des points de vue qui vont vers une non-utilisation de l'animal. Et dans ce cas-là, ça remet de fond en comble en cause l'existence même de l'activité d'élevage, voire même du statut des animaux domestiques. Quand vous parlez des règles au niveau de l'abattage, donc au niveau des abattoirs, au niveau de l'étourdissement, tout ça, la question que je me pose, c'est que les animaux qui sont mangés sont pas forcément élevés en France. Et à partir de quel moment on considère qu'un animal est français? Parce qu'on sait que certains animaux sont élevés à l'étranger, gavés encore dans un autre pays, abattus en France. Donc est-ce qu'il y a des critères, quels sont les critères qui définissent qu'un animal est français quand on va l'acheter à la boucherie et que c'est marqué qu'il est produit en France, par exemple? Bon, là, en fait, il y a des cahiers des charges qui ont été mis en place. Donc, un des gros soucis, ça a été la première crise de la vache folle, donc, qui en France a sévi, on va dire, à partir des années 96. Et il y avait deux pays qui étaient montrés du doigt, c'était l'Irlande et la Grande-Bretagne, puisqu'en fait, c'était dans ces pays-là que les procédés, on va dire, de transformation de la farine animale étaient trafiqués en premier. Et donc, c'est là qu'on a eu une occurrence des vaches folles qui était la plus importante. Et donc, les filières françaises ont essayé de se défendre par rapport à ça, en mettant en place une traçabilité. Donc on avait la viande de porc française, VPF, VBF, viande bovine française, etc. Et donc là, c'est un problème de traçabilité. Donc en gros, sont nés, élevés et abattus, par exemple, en France. Et à ce moment-là, donc, en tout cas, les animaux sont assez bien suivis en termes de traçabilité. En tout cas, les bovins ont été parmi les premiers. Après, ça s'est appliqué aux autres filières. Et donc, si on bénéficie du logo, on va dire, viande bovine française, c'est que derrière il y a une traçabilité qui permet d'assurer que cet animal a été élevé, on va dire, en France et éventuellement abattu en France, quoi. Après, en général, en France, c'est plutôt les viandes en restauration collective qui sont issues de l'importation de manière très marquée. Donc si vous êtes curieux, quand vous allez manger dans un restaurant, normalement ils ont l'obligation d'afficher l'origine des viandes. Donc si vous allez manger, je sais pas, on peut prendre n'importe quoi, le Burger King ou le Buffalo Grill, ou normalement ou n'importe quel restaurateur, il doit être capable de répondre à votre question quand vous lui demandez d'où vient sa viande, voire même de l'afficher. Et en général, vous constaterez que c'est souvent des viandes d'importation d'Irlande, d'Allemagne ou d'Argentine, mais donc normalement c'est tracé. Donc si vous posez la question, on doit pouvoir vous répondre, quoi. Donc ça, c'est un problème de traçabilité qui a été mis en place avec un accompagnement informatique des données. Donc un animal, on va dire entre guillemets français, ça existe. Et un animal importé doit pouvoir en être différencié, quoi. Donc quand on dit que l'animal il est français, ça veut, il est forcément élevé et abattu en France? Mais normalement, quand on a une viande bovine française, en tout cas, c'est un animal qui a été élevé et normalement abattu en France, quoi. Donc ça concerne que la viande bovine, du coup? Non, mais il y a VPF, c'est pareil pour la viande bovine française, etc. Il y a quand même des filières qui ont ce logo-là. Après, dans les rayons, c'est pas forcément toujours mis en valeur dans les rayons, quoi. Ça dépend des stratégies aussi des commerçants, quoi. Mais légalement, normalement, vous devez pouvoir vous renseigner sur l'origine de cette viande, quoi. Finalement, face à tout l'exposé que vous nous avez montré, et le constat que vous avez eu, quelle est finalement votre posture par rapport à ça? Et quelles actions vous menez pour les porter éventuellement auprès du public? Là, dans nos exposés, on a essayé de mettre en avant des faits et aussi des pistes d'amélioration, si on peut parler d'amélioration. En fait, par exemple, le scénario After 2050, c'est un scénario peut-être optimiste, si on veut aller dans le sens de la réduction de la consommation de viande, mais qui cherche vraiment à montrer qu'on ne pourra pas drastiquement arrêter de consommer de la viande, parce que ça fait partie de notre société et de nos habitudes, mais qu'on peut chercher à concilier différents aspects, donc environnemental, sociétal, économique, en cherchant le compromis parfait, entre guillemets, en cherchant le compromis qui permettra de faire en sorte, parce que beaucoup des aspects qu'on a présentés sont contradictoires, vont dans le sens opposé. On veut polluer moins, mais en même temps on veut favoriser le bien-être animal, etc.
Donc c'est un compromis en fait. Enfin, c'est ma position. Je ne sais pas si c'est celle de tout le monde, mais je pense que c'est un compromis à avoir. On ne pourra pas arrêter de faire de l'élevage, pas tout de suite en tout cas, dans longtemps. Mais voilà, chercher à avoir la meilleure solution qui respecte les attentes de la société, mais aussi qui permette à ceux qui font de l'élevage de vivre et pas tout changer. Est-ce que quelqu'un... La question, elle est très personnelle et en fait, si vous demandez, autant répondre. Moi, je pense qu'il faut consommer de manière durable, donc peut-être un peu moins, de la meilleure qualité. Toutes les exemples de traçabilité qui ont été montrés, du label rouge, des choses comme ça. Donc il faut consommer peut-être un peu moins, meilleure qualité, s'assurer de conditions d'élevage qui sont plus extensives. Et avec un élevage extensif, on l'a vu, il y a beaucoup d'externalités positives, donc il y a moins à s'en faire de l'impact de l'élevage sur l'environnement, sur le social, etc. Au contraire, ça peut être un plus. Et l'abandonner, ça pourrait être dommage. Au contraire, tout arrêter, ce serait dommage. Donc peut-être simplement essayer de trouver une position, comme disait Samuel, intermédiaire en fait, entre rien et tout. Avoir son steak à 2 euros et puis ne plus rien manger du tout. Non, mais voilà. Après, je pense que tout dépend de ce que toi, personnellement, tu penses de ça. Si tu vas dans un magasin et que ça... t'as pas... Je veux dire, par exemple, l'élevage intensif, le bien-être animal, tout ça, c'est des choses qui te posent pas de problème. Voilà, et si tu penses que... si tu sens pour toi que ça te dérange pas, voilà. Après, je pense que chacun a une opinion différente. Moi, je suis un peu de l'avis de Mina. Je pense que... depuis que je suis dans cette école-là, on va dire, et qu'on voit un peu ce qui se passe, on apprend à consommer autrement, à consommer moins de viande et peut-être à favoriser tout ce qui est un peu produit de qualité avec les labels et la traçabilité. C'est aussi le cas pour l'achat des œufs, les codes qu'il y a sur les coquilles d'œufs, par exemple. Enfin voilà, moi c'est mon point de vue. Je pense que favoriser la qualité et peut-être pas forcément la quantité. Après, je pense que chacun a sa liberté de penser. Vous... Non, c'est... Moi, j'avais une question concernant l'alimentation. Donc, vous en parlez, ça reste un peu important par rapport à la gestion de l'eau et des émissions de gaz à effet de serre, carbone et autres. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites par rapport à ça, par rapport à l'alimentation, en fait, quelle pourrait être, entre guillemets, l'alimentation optimale? Parce que le soja, l'importer, ça demande beaucoup d'émissions de carbone et autres. Le maïs efficient en eau, est-ce qu'il y a eu des études par rapport à ça qui permettraient de dire c'est possible de faire un élevage de bovins, mais en faisant une alimentation qui serait peut-être beaucoup moins consommatrice d'eau, émettrice de gaz à effet de serre et autres? Il y a des études qui ont été faites là-dessus, donc notamment sur modifier la ration qu'on donne aux bovins. Elles vont dans le sens où on donne des aliments de plus en plus concentrés, avec une énergie plus accessible. Donc au lieu de leur donner de la cellulose qui va émettre du méthane, etc., on leur donne plutôt des matières qui vont être rapidement digérées par la flore intestinale, la flore digestive du rumen. Et ce système-là, si on le pousse à l'extrême, au final, on cherche à transformer un animal qui serait un ruminant en un tout autre animal, un monogastrique. Donc c'est un peu, ça semble un peu aberrant, de ce point de vue-là. Et puis ça enlève beaucoup des externalités positives qui ont été citées au cours de l'exposé, notamment la valorisation des prairies. Il y a d'autres études qui sont faites, comme injecter faire des vaccinations pour inhiber une partie de la flore ruminale, pour ne garder que celle qui va émettre le moins de méthane. Mais tout ça encore, c'est des vaccins. Est-ce que ça va être accepté par la société? Bon, c'est beaucoup d'études qui sont en cours, mais peu qui sont encore appliquées. Et encore, le potentiel de diminution des émissions de gaz à effet de serre par ces solutions reste relativement faible, de l'ordre de 10%.
Oui, alors moi j'ai une remarque. Je voudrais savoir, vous avez parlé du consommateur, vous avez parlé du producteur, c'est-à-dire que souvent aujourd'hui on va demander aux consommateurs de changer, on va demander aux producteurs de changer, mais qu'est-ce qu'il en est du contexte politico-économique relativement à ces changements? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une incitation de fait aux producteurs à aller vers ce genre de choses, ou est-ce qu'aujourd'hui, dans la PAC, le syndicalisme majoritaire, ou en Bretagne, par exemple, on va vers ces modèles? Parce que moi, ce qui commence un tout petit peu à me saouler, c'est tout le temps, on regarde le consommateur et on lui dit, toi, salaud de consommateur, tu te comportes pas bien. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a des incitations autres pour essayer d'aller vers des modèles comme ceux-ci? Je peux peut-être répondre à votre question. Parce qu'en fait, voilà, j'ai déjà un peu entendu parler de la PAC et tout, et c'est vrai que je pense pas que ça tend vers cette agriculture, voilà, un peu plus respectueuse de l'environnement. Je pense même que la PAC, elle a tendance aujourd'hui, surtout qu'elle vient d'être renouvelée, voilà, à retourner les prairies, à arracher les haies. Donc voilà, surtout au niveau de ce qui est de la préservation de la biodiversité et tout. Voilà, c'est pas une politique, je pense, qui vise à tendre voilà, vers ce modèle agricole déjà plus respectueux de l'environnement et en plus voilà, plus respectueux des hommes, de ce qu'on veut manger. Voilà, je pense que la réponse est non au niveau de la politique agricole commune. Après, je sais pas, il y a peut-être d'autres avis. Je ne suis pas non plus une experte. Voilà. La seule chose qu'on peut souligner, qui serait peut-être positive, c'est quand on a vu tout à l'heure le rôle joué par les herbivores dans l'entretien de l'espace. En fait, c'est quand même quelque chose qui est pris en compte par la PAC à travers certaines aides, notamment la prime au maintien de la troupe de vaches allaitantes. Donc les éleveurs du Massif central, qui sont souvent des éleveurs herbagers, donc comme en témoignent les paysages, c'est quand même des éleveurs qui sont aidés par la PAC à travers ce type d'aide. Il y a aussi des primes incitatives, on va dire, à la protection de l'environnement, type les primes herbagères ou les MAET, les mesures agri-environnementales territorialisées, qui peuvent inciter certains éleveurs à avoir des pratiques respectueuses de la biodiversité dans les zones Natura 2000, par exemple. Malheureusement, on va dire, le poids de ces primes dans la PAC et les stratégies qu'il y a aujourd'hui pour maximiser, on va dire, les primes captées par les exploitations agricoles, je suis d'accord donc avec vous, ne vont pas toujours et malheureusement dans le bon sens. Mais ça après, donc, c'est ce que disait M. Leroux, c'est qu'en fait après, donc, on prend, quelque part, on stimule, on va dire, les acteurs au deux bouts de la chaîne, le consommateur dont on dit, de toute façon, les filières, etc., s'adaptent à ce que veut le consommateur, et le producteur, finalement, qui est à l'autre bout de la chaîne. Et lui, malheureusement, le producteur, il s'adapte quelque part aussi aux politiques agricoles communes qui sont pondues. Donc là, ça renvoie à un système, on va dire, effectivement, économique global, dans lequel les aspects positifs qu'on a essayé de faire ressortir aujourd'hui sont malencontreusement pas forcément les mieux défendus. Parce que quand on paye de la TVA, c'est très bien de consommer des intrants, il faut quand même le rappeler. Bercy, quand même, est un ministère qui s'enrichit à chaque fois qu'un agriculteur consomme des phytos, des engrais, des tourteaux de soja issus d'Amérique du Sud, etc. Donc ça aussi, quelque part, ça pèse. Donc l'autonomie des systèmes, quelque part, n'est pas favorable, on va dire, à la levée de l'impôt républicain. Bonsoir. Bon, tout d'abord, bravo pour votre présentation, je trouvais ça très intéressant. Moi, j'ai une question très simple qui fait écho au titre de votre présentation, c'est pourra-t-on manger de la viande? Et je pense que le nerf de la guerre, il est là, en fait, parce que si les raisons politiques et économiques nous empêchent, bon, vous voyez de quel bord je suis déjà, mais si c'est pour des raisons politiques et économiques, ça nous empêche de réfléchir davantage, malheureusement, comme d'habitude, il faudra qu'on soit au pied du mur pour que ça change. Et je ne crois pas que dans les décennies à venir, on pourra continuer à manger de la viande. Actuellement, on essaie de persister dans l'idée qu'on peut toujours, que si on fait attention aussi ça, mais je crois que c'est vraiment devenu une espèce de goût de luxe et surtout un goût un petit peu
passéiste. Et donc ma question, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, j'ai une supposition, mais je ne suis pas expert là-dedans. Je ne suis pas sûr que dans 3, 4, 5 décennies, on pourra vraiment encore manger de la viande. Et la question, elle sera tout autre, quoi. Si malheureusement, d'ici là, d'un point de vue éthique, on n'a pas réussi un petit peu à changer ce qu'on nous apprend depuis toujours, c'est-à-dire à confondre ce que c'est que la culture et la tradition. La tradition, pour moi, c'est un truc passéiste ancré dans des choses qui se faisaient à une certaine époque, à une certaine mentalité, et la culture, c'est quelque chose qui est censé évoluer. Je crois que la viande, là-dedans, la consommation de viande ou autre, doit évoluer aussi. Et je ne suis pas sûr que dans 40-50 ans, on sera encore capable de se poser la question, est-ce que je peux ou pas dois manger de la viande, quoi. Voilà, et merci. Est-ce qu'on peut ou pas, ça dépendra. Est-ce que tout le monde, toute la population mondiale pourra manger la quantité qu'on est en train de manger actuellement? Probablement pas, parce qu'il n'y aura pas la place, ou alors peut-être sur Mars, ils sont en train de réfléchir, des trucs comme ça, mais bon. Est-ce qu'après, on pourra continuer de manger de la viande en général, selon les cultures, selon notre culture par exemple? Je pense que c'est possible, à une quantité raisonnée, avec une consommation raisonnée, enfin une fréquence raisonnée aussi, mais ça peut être possible. C'est pas impossible, et je pense que la question de la tradition et de la culture, est-ce que vraiment tous les jeunes de notre âge, ils se disent qu'ils mangent de la viande par tradition? Je suis pas sûre, je pense qu'il y a aussi un certain goût. On est élevé avec ou sans. Pardon? Pâques. Oui, mais c'est vraiment pas tout le monde. Enfin, c'en est, mais est-ce que vraiment, justement, les décennies qui vont arriver, c'est nous? Est-ce que nous, on est tous à manger notre gigot d'agneau à Pâques? Je suis la première à dire que non, hein. Enfin, c'est personnel. Mais je pense que ça évolue, et cette question de rester ancré dans les traditions, ça concerne peut-être certaines personnes, mais tout le monde évolue justement à un rythme différent. Et au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une tendance à laisser un peu les traditions, et on évolue pas mal quand même, hein. On n'est pas tous bloqués. Est-ce que tout le monde mange du poisson le vendredi? Je suis pas sûre que si on fasse un sondage... Ça dépend des gens, et ça évoluera petit à petit aussi, justement. Faut laisser faire. Attendez juste une seconde, il peut y avoir des gens qui entendent moins bien que les autres. Oui, pardon. Donc je voulais juste dire que c'est vrai que bon, moi je suis devenu végétarien pour pas mal de raisons. Maintenant, je suis en passe de devenir végétalien. Bref, ça c'est un choix personnel que j'impose à personne. Mais j'espère que les mentalités changent, comme vous venez de le dire. Sauf qu'il faut quand même se rendre compte, à chaque Noël, tous ces putains de pubs sur le foie gras, excusez-moi, ça c'est encore quelque chose qui est complètement économique et complètement traditionnel, qu'on entend encore et encore, où vous paraissez normal de voir 20 pubs pour le foie gras à longueur de journée, à la radio, à la télé. Ensuite, quand il y a une autre fête religieuse, ça reprend pareil. Et c'est en ça que je veux dire que le côté traditionnel, je pense qu'il est encore beaucoup trop présent, et qu'on n'arrive pas à le joindre à une évolution de ces traditions vers quelque chose qui est à la base le bien-être de tous. Vous l'avez dit, à l'échelle mondiale, nous on est en train de se demander si le steak n'est pas trop cher, il y a des gens qui crèvent de faim au bout de la planète. Ça, de toute façon, il faudrait bien que ça s'équilibre d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas éthique, ce sera économique, politique, et j'espère pas par la violence. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Mais ça pour dire que ce côté traditionnel, j'ai quand même l'impression qu'il est encore très ancré, et beaucoup en France. Et c'est vraiment un truc, moi, qui me chagrine, parce que je ne suis pas en train de militer, en train de dire vous êtes tous des criminels à manger de la viande, mais je trouve que le débat, il a vraiment du mal à se lancer. Et heureusement, il y a des réseaux sociaux, mais on s'entoure, nous, avec des gens des mêmes mentalités, donc on a l'impression que ça change. Mais en fait, à l'échelle globale, moi, je ne vois rien bouger, quoi. Enfin voilà, c'était juste pour faire écho à ce que vous disiez par rapport aux traditions. Alors ça va, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à ça. Peut-être juste que... Moi, je préciserais que tout à l'heure, on a dit que là où on mangeait le plus de viande, c'était en Chine. Je ne sais pas si en Chine, ils font Pâques, mais c'est une autre question. Alors, ce sera la dernière question pour ce soir. Bah, voilà. Voilà. Donc, j'entends très bien justement ce que tu dis par rapport au fait d'être végétarien, végétalien, etc. Je pense qu'il y a deux notions qu'on oublie de prendre en compte dans ce que tu dis. La première, c'est le besoin. On a besoin de protéines, on l'a rappelé tout à l'heure. Alors je suis d'accord qu'il y a d'autres sources de protéines qui peuvent être faites, vraiment les protéines végétales, mais je pense qu'au bout d'un moment, on va arriver justement aux limites d'accès, pour moi en tout cas, de protéines végétales pour subvenir aux besoins. Ça, c'est la première notion.
La deuxième notion qu'on oublie de prendre en compte, je pense, c'est la notion de plaisir. Alors je sais que certainement, toi, tu n'as pas beaucoup de plaisir à manger de la viande. Là, je parle d'un point de vue personnel. Je pense que quand on parle de plaisir, les gens se donnent les moyens, justement, d'accéder à ce plaisir. Moi, je parle pour moi, ça me fait plaisir de manger un bon steak bien saignant. Et je pense que c'est le cas de, peut-être, j'espère la majorité, mais peut-être pas tout le monde, mais voilà, à mon avis, il y a aussi la notion de plaisir et de besoin qu'il faut prendre en compte et qui est pour moi importante. Bah, merci à tous. On se rend compte qu'on pourrait parler toute la soirée sur le sujet, je pense. Encore un grand merci. Je ne peux que vous inviter, évidemment, à venir voir notre exposition, excusez-moi, Ces animaux qu'on mange. J'en profite comme a priori, vous êtes plutôt étudiants dans la majorité, à vous dire que demain, c'est la nocturne. C'est une soirée pour les étudiants qui est gratuite pour tout le monde, ouvert de 8h à minuit. Et j'en profite également pour préciser qu'il y avait une autre conférence sur la même thématique qui avait lieu cette semaine, qui devait avoir lieu jeudi et qui est annulée pour cause de grève de train. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée en espérant vous retrouver pour d'autres événements. Merci, au revoir.